Je crois que s'engager, c'est inspirer aussi les gens autour de nous, de leur dire que si toi, une personne lambda, peut finalement changer les choses à ton échelle, bien tout le monde est capable de le faire aussi. Qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon petit niveau, pour laisser un monde meilleur ? Si on attend d'être parfait, on ne se lancera jamais, on ne commencera jamais. La clé essentielle du féminisme, c'est la notion de sororité. Ça sert à rien d'avoir 15 jeans dans son placard vu qu'on n'en porte que 2. Bien consommer aujourd'hui, c'est acheter des belles pièces et pouvoir les accessoiriser, les réinventer, les porter différemment. Vraiment savoir ce qu'on achète parce qu'on l'aime vraiment et qu'il est intemporel aussi. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen et chaque mercredi, je donne la parole à des femmes qui font bouger les lignes de l'industrie textile. Parce qu'elles connaissent les impacts négatifs de cette industrie sur nos vies et sur l'environnement, ces femmes ont choisi de mettre en avant une mode plus humaine, plus durable, plus inclusive et moins polluante pour notre planète. Cette semaine, je reçois Barbara Blanchard, directrice de casting, créatrice de l'agence Plan A et d'une marque de vêtements. En tant que directrice de casting, Barbara a réalisé qu'il y avait un manque de diversité et d'inclusion dans l'industrie textile. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle a décidé de créer son agence de conseil Plan A pour accompagner les marques sur ces sujets. Avec Barbara, nous avons parlé de racisme dans la mode, de la nécessité de faire entendre les voix des personnes racisées et de ne pas seulement les afficher sur des magazines. Nous avons aussi parlé de quotas, de sa marque de vêtements féministes et de football. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Barbara. Bonjour Chloé. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour venir sur ce podcast. Alors pour cette première question, j'aimerais qu'on remonte un petit peu en arrière pour que tu nous expliques un peu où est-ce que tu as grandi, avec quelles valeurs et en quoi surtout ça t'a influencé cette éducation, cette enfance sur la personne que tu es devenue. Eh bien, j'ai grandi, je suis née en France, mais c'est vrai que mes parents ont beaucoup voyagé, donc j'ai grandi entre la métropole et les Antilles, puis la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est vrai que j'ai toujours été finalement habituée à bouger beaucoup. J'avais des parents assez globetrotters. Et puis surtout, je dirais qu'en termes de valeurs, ce qui m'a forgée, ce qui m'a construite, c'est ma créolité en fait. C'est l'essence même on va dire des Antilles. C'est tout ce mélange de culture et d'origine. Et en fait, c'est vrai que dans ma famille, il y a des gens de toutes les couleurs, que ça soit des Asiatiques, enfin des gens d'origine asiatique, indienne, noire, enfin bon, blanc, français. Donc c'est vrai que j'ai toujours eu une appétence forcément pour la mixité. Je dois dire que j'ai réalisé assez tard, je pense vers 9-10 ans, parce qu'après tout un périple, on est revenu vivre en France, que j'avais une couleur, parce qu'avant, je ne l'envisageais pas du tout comme ça et je ne savais pas que j'avais une couleur. Voilà. Ouais, surtout quand on est enfant, on ne réalise pas forcément tout ça et c'est plutôt la société qui va nous renvoyer à ce qu'on est, à quoi on ressemble. Donc, absolument. C'est vrai que quand on est aux Antilles, voilà, je veux dire, il y a tout type de couleurs et de cheveux et de métissage, et donc on ne se définit pas par rapport à une couleur de peau, mais plus par rapport à une culture. Donc c'est vrai que quand on m'a renvoyé dans la figure que j'étais noire, c'était très étrange pour moi, quoi. Je l'ai pas compris en fait. Ouais, j'imagine. Et pour parler aussi de mode, parce que je crois que tu as grandi dans cet univers de la mode et de l'industrie textile, parce que ton papa était agent de mannequin et ta maman a été mannequin elle-même. Alors je résume un peu parce qu'ils ont eu plein de casquettes, je crois, mais donc tu as toujours évolué dans ce milieu-là. Comment on t'en parlait de mode, d'industrie textile quand tu étais jeune ? C'est marrant parce que en effet, je pense que la mode, enfin de ma vision d'enfant ou en tous les cas d'adolescente, puisque mon père a commencé à être agent de mannequin, on va dire, dans le fin des années 70, début 80. C'est vrai qu'on ne l'envisageait pas comme une industrie. Il y avait quelque chose de très lié au monde de la nuit, très lié au monde de l'art. Donc, c'était un peu une espèce de fête permanente. Donc, la mode, le vêtement était très, très important. À la fois, c'était considéré un peu comme quelque chose de futile, léger. Puis même, je me rappelle des premiers défilés auxquels j'ai assisté quand j'étais enfant, que ça soit des défilés de Monsieur Saint-Laurent. Il y avait beaucoup de... ou Kenzo, enfin je veux dire, il y avait beaucoup de joie, les mannequins dansaient, le défilé durait 30 minutes, alors qu'aujourd'hui c'est
à peine 8 minutes et encore. Enfin, je veux dire, c'était dingue, quoi. Donc, j'ai une vision très colorée, très joyeuse. Moins d'enjeux aussi financiers, j'imagine. En tous les cas, cette problématique-là qu'il y a aujourd'hui n'était pas du tout présente. Beaucoup dans la création, en fait. Absolument, une énorme créativité. On arrivait, enfin, visiblement, ils arrivaient à faire des choses avec très peu de moyens. Il y avait une grande liberté. Je dirais que le système aussi était différent. Avant, par exemple, dans un magazine, la régie pub était totalement déconnectée, si vous voulez, de la rédaction mode. Je veux dire, c'est pas eux qui donnaient les influences ou quoi que ce soit. Alors que maintenant, voilà, je veux dire, c'est les annonceurs qui font le magazine et donc qui font les images d'une certaine manière. Complètement. Donc pour parler un petit peu de qui tu es et de ce que tu fais aujourd'hui, tu as plusieurs projets. Tu es directrice de casting, créatrice d'une marque de vêtements de foot féminin Alké, on va y revenir à la fin, en fin d'épisode, et créatrice de l'agence Plan A surtout. Donc on va peut-être commencer par ton poste de directrice de casting parce que c'est peut-être un peu flou pour beaucoup de personnes. Donc déjà, depuis quand tu exerces ce métier et pourquoi tu as choisi cette voie ? Ça fait un certain temps que j'exerce ce métier. Pourquoi j'ai choisi cette voie ? Enfin, naturellement, je me suis tournée vers la mode puisque mon père, à l'époque, était donc agent de mannequin. Puis, il a eu sa propre agence. Donc, j'ai fait mes premières armes, en fait, à la table du booking dans son agence. Sur le coup, j'avoue que j'étais pas forcément vouée à faire du casting, aussi parce que mon père était assez connu et c'est vrai que je voulais un petit peu m'affranchir en tous les cas de ce nom qui était peut-être un peu lourd à porter pour moi à l'époque. Donc voilà, j'ai plus vu ça comme un petit boulot au début, et ensuite très vite par l'intermédiaire d'amis, j'ai été présentée à Lamine Badian-Kouyaté, donc le designer de Xulibet, qui m'a proposé de venir travailler avec lui. Donc, je m'occupais à la fois de la communication, de l'image, la production des défilés, du casting. J'étais un peu le couteau suisse de Xulibet. Et puis, voilà, naturellement, en produisant ces défilés et en castant les mannequins, je me suis lentement spécialisée. Alors, avant cela, j'ai été chez Christophe Lemaire aussi en intégré, donc je m'occupais de la com et de la production des shows et des castings hommes et femmes. Et puis en 2000, donc après ces 2 expériences assez fondatrices, j'ai décidé vraiment de me spécialiser dans le casting, en tous les cas que ça devienne ma casquette, on va dire, prépondérante, parce que j'ai une vraie affection pour les mannequins. C'est un métier très difficile, contrairement à l'idée qu'on s'en fait. Et j'avais une tendresse, et puis je trouve qu'aussi c'est important de raconter des histoires. Je pars du principe que la beauté est partout, et j'aimais bien, j'aimais bien ce contact-là, et puis pouvoir proposer des gens inspirants. Sur des briefs. Donc, je me suis spécialisée vraiment dans le casting en 2000, en fait. D'accord. Et alors, que fait une directrice de casting, concrètement ? Alors, souvent, il y a une méprise entre la directrice de casting cinéma et la directrice de casting dans la mode. Ce ne sont pas du tout les mêmes métiers. En l'occurrence, une directrice de casting dans la mode, on travaille toujours en équipe, je veux dire, on ne travaille jamais seul. On répond à un brief donné soit par un magazine, donc avec un photographe, une rédactrice mode, soit par une marque. En tous les cas, il y a toujours un directeur artistique, en fait, qui vous donne un brief et un mood board. Et en fonction de l'histoire qu'il souhaite raconter, nous, directeurs de casting, nous mettons en lien avec les agences de mannequins qui nous envoient des packages. Donc des packages, c'est des dossiers avec des portfolios, ils nous font des suggestions, et ensuite, à nous, justement, et c'est là qu'on a une part de créativité, on choisit quels sont les profils qui, a priori, nous semblent les plus adéquats par rapport au brief. Et donc, c'est une conversation qu'on entame finalement avec l'équipe créative, où on leur propose des mannequins. Ensuite, ils nous disent oui, non. Enfin bon, et donc il y a tout un process qui est assez long entre le moment où on fait les premières propositions et le moment final où on book le ou les mannequins qui ont été choisis à la fin. Donc il y a toute un suivi avec l'agence au niveau des options, parce que maintenant ça devient de plus en plus compliqué vu que c'est
c'est des networks qui sont globaux. Donc, pour donner un exemple, sur une date précise, un mannequin va pouvoir avoir peut-être des options qui lui viennent de son agence en Allemagne, à New York, à Londres. Et donc, il y a un rang d'arrivée. Donc, on n'a pas toujours les mannequins qu'on veut. Voilà, donc on fait ça. Et ensuite, selon les projets, par exemple, si c'est pour un défilé, il y a toute la préparation, les essayages qu'on organise entre le studio et les mannequins, les répétitions, jusqu'à la prestation finale. En fait, on est quelque part responsable du mannequin jusqu'au moment de A à Z, de A à Z jusqu'au moment de la prestation. Voilà. Ok, ouais, non, c'est intéressant. C'est vrai qu'on n'a pas forcément idée de tout le travail qu'il y a derrière quand on voit un défilé et qu'il y a un mannequin défile finalement dans la sélection, de la sélection jusqu'au défilé. Pour avoir 20 mannequins en gros sur un runway, encore 20 mannequins aujourd'hui, c'est pas beaucoup. 20 mannequins, ça c'était avant. Par exemple, sur un show où les mannequins faisaient peut-être 3 ou 4 changements sur un défilé parce que de fait, ils étaient plus longs, donc c'était plus facile. Aujourd'hui, vous avez 70 mannequins sur un défilé. C'est un look par fille ou par garçon, ce qui n'était pas le cas avant. Et du coup, c'est vrai que c'est un sacré process. Quoi, ce que j'allais dire, c'est assez titanesque, parce que sélectionner 70 mannequins... pour sélectionner 70, vous en voyez 400, en fait. Ah oui. Oui, forcément. D'accord, ok. Effectivement. Donc en 2017, tu décides de faire un MBA à l'IFM et tu écris un mémoire sur la diversité et l'inclusion dans les industries créatives, dont la mode. Et pourquoi je parle de ça ? Parce qu'effectivement, en tant que directrice de casting, j'imagine que tu as été confrontée directement à toutes ces problématiques-là. Mais déjà, toi, tu distingues bien diversité et inclusion. Je crois que c'est important de le rappeler parce qu'il y a souvent un amalgame entre les deux. Peut-être que tu peux nous rappeler un petit peu... quelles sont ces deux notions, nous les expliquer Oui, c'est tout à fait. Alors, c'est vrai que ce sont des notions déjà distinctes. Alors, elles sont complémentaires, certes, mais ce n'est pas du tout la même chose. Quand on parle de diversité, on entend les différences, quelque part, la variété, un éventail de choses ou de gens, de cultures différentes. Donc ça, c'est la diversité. À l'inverse, l'inclusion, c'est faire que cette diversité se sente acceptée et entendue. Ça veut dire que c'est pas tout à fait la même chose. J'ai noté une citation que je trouvais assez juste qui disait que la diversité est un fait et l'inclusion est un choix. Ça, c'est un chef de ressources humaines de la Royal Bank of Canada. J'ai noté cette phrase parce que je trouve que c'est très très juste. La diversité, c'est un fait. Je veux dire, le monde est pluriel. Je veux dire que ça, on peut pas le nier. Voilà. L'inclusion, en revanche, c'est vraiment une volonté, un choix, et il y a une démarche à faire. Parce que bon, vous pouvez avoir une salle remplie de gens issus de la diversité. Néanmoins, s'ils n'ont pas accès à la conversation, écoutez, il n'y a pas d'inclusion, donc la diversité, finalement, elle ne sert pas à grand-chose. Non, effectivement, ouais. Et tu disais dans une interview aussi une phrase très juste, « Penser la diversité sans inclusion ne mène à rien ». Et je trouvais ça assez... ça résume bien ce que tu viens de dire, finalement. Absolument. J'ai toujours cette image en tête, vous êtes un... C'est ça la différence entre la diversité et l'inclusion, c'est que vous êtes diversité, vous êtes invité à, je sais pas, une réception, et puis l'inclusion, c'est on vous invite à vous asseoir à table. C'est toute la différence entre rester debout et participer. Donc avoir de la diversité sans avoir de l'inclusion derrière, ça ne mène à rien, dans le sens où vous pouvez avoir justement une organisation avec beaucoup de gens issus de la diversité, mais comme je le disais, s'ils ne participent pas et s'ils ne sont pas inclus dans la conversation ou dans la prise de décision, dans le travail, écoutez, les choses ne peuvent pas avancer parce que en fait, ça reste quelque chose d'assez creux. Donc, malheureusement, souvent les marques pensent d'abord à la diversité, mais elles oublient le volet inclusion, parce que on peut mettre des gens en couverture de magazines ou sur des campagnes, c'est super, hein, je veux dire, les choses évoluent et j'en suis ravie. C'était pas forcément le cas avant. Pour autant, que se passe-t-il au sein des entreprises ? Et cette diversité est-elle représentée ? Et si elle est représentée, a-t-elle accès à la parole. Bien sûr, et aux prises de décision, et on va y venir d'ailleurs. Mais donc ce mémoire, tu l'as écrit en 2017, et je me demandais, entre 2017 et aujourd'hui,
Est-ce qu'il y a eu des différences entre ce que tu constatais en 2017, ce que tu constates aujourd'hui? Est-ce qu'on a évolué dans le bon sens? J'imagine pas suffisamment assez vite, comme pour beaucoup de sujets. Mais ouais. Écoute, déjà ce mémoire, je dois préciser que je l'ai coécrit avec une de mes associées aujourd'hui dans Plan A. C'est là-bas que je l'ai rencontrée, Momisek. Et en fait, c'est vrai qu'en 2017, il y avait déjà oui, il y avait déjà un sujet autour de la diversité, bien entendu, puisqu'il y avait déjà le Diversity Report. Enfin, il y avait des initiatives, mais qui sont plutôt d'ailleurs outre-Manche, outre-Atlantique, qui existaient. Mais c'est vrai qu'à cette époque, j'avais été quand même frappée par le nombre de fashion faux pas et de controverses. Et donc, on s'est dit qu'on allait écrire ce mémoire et essayer de creuser un petit peu plus, chose qui, à mon sens, n'avait jamais été fait, en tous les cas, sur ce secteur. Alors, les choses ont changé. Alors, on va en parler, mais je pense que vraiment, cette année 2020 a été un peu un catalyseur de plein de choses. Ça a été un moment très violent, enfin, je veux dire, de choc et de réveil, je pense, pour l'industrie de la mode et les industries créatives, qui ont vraiment, je pense, pris conscience de la réalité du racisme et de la discrimination. Donc bon, il y a quand même eu une espèce d'évolution, parce qu'avant, c'est vrai qu'en 2017, c'était encore de l'ordre de, on va dire, du trending topic, c'est-à-dire c'était un sujet comme ça, qui flottait. Certaines maisons s'étaient dotées, très rare à l'époque, de responsables de la diversité et de l'inclusion, mais c'était encore très anecdotique. Ça l'est beaucoup moins aujourd'hui, ça devient vraiment un enjeu clé. Maintenant, là où ça n'a pas vraiment, je dirais, évolué, ou il reste fort à faire, c'est que toute la partie, justement, à l'intérieur de l'entreprise et qui fait les messages et comment on fait les messages et à qui on s'adresse, toutes ces questions ne sont pas encore vraiment au centre de la réflexion. En tous les cas, ça commence. Mais c'est vrai que le chantier est très, très long. On se rend compte que la diversité et l'inclusion, finalement, c'est une problématique qu'il faut aborder à tous les endroits de la chaîne de valeur. Ce qui n'a pas été le cas avant. On ne s'attachait qu'à l'image, finalement. Ce que j'allais dire, à ce qui se voit. Ouais, ok. Non, mais c'est hyper intéressant. De toute façon, on va détailler tout ça. Alors, tu le disais, on voit, c'est vraiment le sujet et le problème peut-être de fond. On voit de plus en plus d'entreprises de mode mettre en avant des mannequins noirs, racisés, donc sur l'image, montrer cette diversité. Par contre, très peu de personnes finalement accèdent à des postes à responsabilité, ou en tout cas ont la parole, et c'est pour ça qu'on voit plein de dérapages. Est-ce qu'on peut dire que la mode est une industrie raciste ? C'est une question, je ne vais pas me faire que des amis, mais... En même temps, la mode est le reflet de la société. Non, mais absolument. Donc, je veux dire, on est dans une société raciste, ça c'est sûr, complètement. Qu'on l'admette ou non. Alors, la mode est un milieu qui affiche une ouverture et une multiculturalité comme ça sur le papier, et qui affectionne à se penser ouverte. Maintenant, c'est sûr que la mode est discriminante. Je veux dire que c'est un milieu qui est régi par des codes invisibles, quelque part. On les a ou on ne les a pas. En tous les cas, ces codes sont édictés par un tout petit groupe de personnes. Et voilà, donc il y a un langage verbal, non verbal, finalement. Si on ne rentre pas dans le moule, ça ne va pas. Il faut se faire discret. Il ne faut pas sortir trop du lot. En même temps, je pense qu'il y a beaucoup d'entre-gens. Donc, il faut être... je veux dire que si on est bien né, c'est quand même plus facile. Voilà, donc c'est une industrie qui est un petit peu dans le déni. Voilà. Complètement, mais je partage ce point de vue, et puis c'est ce que je disais, c'est un peu le reflet de notre société aussi, finalement, la mode, les vêtements, et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on se dit pourtant embaucher des personnes racisées, leur donner des postes à responsabilité, les écouter aussi, leur donner la parole, permettrait aux entreprises d'éviter beaucoup d'erreurs, d'éviter l'appropriation culturelle, enfin beaucoup de sujets. Donc qu'est-ce qui bloque concrètement ? En fait, c'est étonnant, parce qu'il y a eu une étude là qui est parue, un papier qui est paru dans le Figaro assez intéressant là, hier ou avant-hier. Souvent, et c'est d'ailleurs ce qu'on avait constaté à l'écriture de notre mémoire, parce qu'on a interviewé aussi des gens à des postes précis que je ne vais pas nommer ici, mais
pour avoir leur sentiment là-dessus. Mais la première réponse qu'on a en général, c'est « Ah, mais on ne sait pas où les trouver. Finalement, il y a très peu de diversité dans les grandes écoles. On ne reçoit pas beaucoup de CV. On ne sait pas. » Alors bon, déjà pour moi, ça c'est un faux argument. Il y a des gens issus de la diversité partout. Faut-il encore les chercher, les faire se sentir en tous les cas... acceptés. Il y a aussi beaucoup de gens qui ne se projettent pas forcément dans certains métiers parce que justement, il n'y a pas d'antécédents. On ne peut pas se projeter dans quelque chose dans lequel on ne se voit pas. Donc ça, c'est déjà un souci. Maintenant, il est vrai, pour les RH, en tous les cas, qui diraient « Ah, on ne sait pas où trouver ces fameuses personnes », il est vrai que les métiers créatifs, ou en tous les cas les écoles d'art, sont quand même relativement chères. Les écoles de mode, pas forcément accessibles à tous les publics. Et d'ailleurs, je tiens à saluer le travail que fait par exemple Casa 93 pour justement former et en tous les cas repérer les futurs talents de demain qui sont totalement autodidactes et qui ont une créativité folle. Il y a une auto-censure de la part de certains publics qui pensent qu'ils ne seront pas acceptés et qui ne se projettent même pas dans certains métiers. Donc, de ce côté-là, c'est vrai qu'il faut aussi sortir de ce carcan personnel, psychologique, socioculturel dans lequel on peut être, mais à l'inverse, il faut qu'en face, les entreprises tendent la main. Si vous n'arrivez pas, en tant que salarié issu de la diversité, à accéder à des postes décisionnaires, dans votre CV, ça peut aussi peut-être se refléter. Et donc, le futur employeur qui regarde vos CV se dit « Ah, alors finalement, c'est un CV un peu en dents de scie, il y a des choses un peu diverses et variées. Pourquoi c'est un peu suspicieux, c'est un peu suspect. Est-ce que cette personne vraiment est efficace ?» De fait, on n'a pas le choix que d'être polyvalent, on n'a pas le choix que d'être entrepreneur parce qu'on attend plus et qu'on veut plus et que finalement, si personne ne nous donne ces opportunités, il faut se les créer soi-même. Ouais, complètement. Mais c'est vrai que c'est peut-être un peu facile de dire que il y a effectivement dans les grandes écoles, elles sont inaccessibles. Enfin, même l'éducation, les grandes écoles de façon générale. Moi, j'ai fait une école de commerce. Clairement, il y a un gros souci sur cette diversité. Mais après, je pense que c'est aussi aux entreprises de faire l'effort d'aller chercher ces talents à la Casa 93, par exemple, et tout. Parce qu'effectivement, quand on arrive dans une entreprise où il n'y a aucune personne racisée à la table des discussions, on n'a pas forcément envie d'y aller non plus. On ne sait pas trop comment prendre la parole. Enfin, vraiment, c'est un cercle vicieux. Et vous verrez que finalement, si on... Bon, alors après, bien sûr, c'est tout la question des statistiques ethniques en France. Mais si on se penchait un peu plus sur la composition des effectifs dans les entreprises, on se rendrait compte qu'il y a des gens issus de la diversité, mais souvent ils sont ostracisés. On parle de micro-agressions, enfin toutes ces petites choses, ce langage, ces façons de faire. Le racisme ordinaire. Le racisme ordinaire finalement, quand vous allez dire, moi je me rappelle encore il n'y a pas si longtemps, quand je m'ouvrais à mes amis sur ces questions-là au quotidien, où il y a des jours où j'étais pas bien parce qu'il m'est arrivé des choses et qu'elle me disait mais non, mais c'est pas possible, on n'est pas raciste ici, si en fait le truc c'est qu'on l'a tellement intériorisé depuis qu'on est né, on fait avec, vous voyez ce que je veux dire, on a une charge qui est tellement, alors je dirais en étant déjà une femme et ensuite en étant issue de la diversité, c'est un peu la double peine. C'est ça, on intériorise tellement de choses, on fonctionne avec parce qu'on ne veut pas se positionner en victime. Donc forcément, on gère. Donc les gens ne se rendent pas compte de ce que nous vivons au quotidien. Je veux dire qu'il n'y a pas une fois où je vais rentrer dans un magasin, si c'est un magasin de mode un petit peu premium ou luxe, où dès que je rentre, je vais avoir 3 personnes derrière moi en mode surveillance, qui présuppose que, vu mon faciès, je vais peut-être pas acheter et que je suis éventuellement quelqu'un de bizarre. Donc c'est dramatique. Ouais, complètement. Non, mais c'est clair qu'il y a beaucoup de progrès à faire sur ce terrain-là. Et quand vous parliez de l'école de commerce, là, c'était intéressant aussi parce qu'il y a eu des campagnes qui se sont inspirées de campagnes américaine justement d'étudiants issus de la diversité de Harvard, cette campagne qui s'appelait I Too, I'm Harvard, parce que
forcément, les caucasiens, parce que c'est un terme quand même très anglo, quand ils voyaient des gens issus de la diversité sur le campus, étaient persuadés que forcément, ça devait être des gens incompétents qui avaient profité des quotas. Il y a eu la même chose avec l'ENA. I too am ENA, et c'était fou cette campagne, quand, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais sur les affiches, donc chaque personne avait un petit carton, donc il y avait une image comme ça, un jeune étudiant noir, et la question qu'on lui posait le plus souvent, c'était tu es le fils d'un président africain, parce que forcément, il n'était pas possible qu'il soit à l'ENA sans être pistonné ou quoi que ce soit. Voilà. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses des quotas, justement, que ce soit dans les entreprises, dans les écoles Alors, c'est un sujet hyper touchy, particulièrement en France, parce que, bon, voilà, on est un pays laïque, il y a cette loi informatique et liberté qui régit un peu notre façon de penser. Alors moi, je suis très, très fière d'être dans ce pays, d'être française et d'avoir des valeurs d'égalité, fraternité, des valeurs républicaines. Je trouve que c'est très important, et c'est une terre d'asile. Enfin, culturellement, je trouve qu'il y a une exception culturelle française qui est formidable, et j'en suis très fière. Pour autant, c'est un peu l'effet pervers de cette loi qui interdit les statistiques ethniques, à la base pour de bonnes raisons, puisqu'il s'agissait de ne pas discriminer les gens à l'embauche ou pour trouver un appartement. Maintenant, l'effet pervers, c'est que ce qui n'est pas quantifié ne peut pas être démontré. C'est très compliqué. Donc là, en l'occurrence, moi, je suis plutôt... Les quotas, c'est pas une fin en soi, bien entendu. Maintenant, ce qui m'embête, c'est que souvent dans la tête des gens, mais ça c'est peut-être par rapport à la culture américaine, c'est que forcément dans la tête des gens, les quotas impliquent qu'on va avoir affaire à des gens qui sont de moins bon niveau, alors qu'il ne s'agit pas justement de baisser le niveau ou l'expérience, l'expertise, bien au contraire, mais plutôt d'ouvrir un petit peu les portes à d'autres profils. Donc, dans ce sens-là, moi, je serais assez favorable à des quotas. Alors, bien sûr, pas imposés, parce que là, il y aurait un tollé général de la part des entreprises. De toute façon, on avance jamais en imposant les choses. Je pense qu'il faut que ça soit sur la base aussi du volontariat, que les entreprises qui le souhaitent et qui ont envie de s'inscrire dans une démarche un peu développement durable, peut-être travaillent sur cette fameuse question des quotas. Alors, on va peut-être pouvoir l'appeler... Alors, je pense que ça sera plus... je crois qu'il faudra lui changer le nom. Oui, c'est ça, très français. On va lui trouver un autre nom. En l'occurrence, je dois aussi... ici mentionné, et ça c'est un très très grand pas, l'index de la diversité qui a été mis en place par la ministre Elisabeth Moreno, qui pour les entreprises, je précise, qui souhaitent y participer, donc toujours sur la base du volontariat, je pense que c'est un très bon début, et c'est un signal extrêmement fort donné par le gouvernement par rapport à cette diversité. Oui, bien sûr. Et tu le disais au début que l'année 2020 avait vraiment été un catalyseur, que ça avait peut-être accéléré, ou en tout cas on l'espère que ça va accélérer les changements, parce que c'est vrai qu'après la mort de George Floyd aux États-Unis, on a vu de nombreuses entreprises de mode mettre ce fameux carré noir sur Instagram en soutien. Et qu'est-ce que tu as pensé de cette démarche, vraiment ? Parce qu'elle a été beaucoup critiquée, hein ? Alors, je dois dire que déjà, ce qui était très, très, très frappant, juste comme ça, d'un point de vue visuel, c'est de voir en effet ce fil Instagram de devenir noir. C'était tout à fait inédit. Je dois dire que c'est la première fois, je pense, dans l'histoire de la mode, que des marques et des entreprises prennent position. C'est extrêmement rare, enfin des positions limite politiques assez fortes. Donc à ce titre-là, je trouve que c'est à saluer. Bon, c'est inédit, ça s'était jamais vu. Malheureusement, il a fallu des un raisons drame, mais dramatiques. Ça, c'est absolument triste. Maintenant, au bout d'un moment, j'avoue que ça a fini non seulement par m'interloquer, mais un petit peu m'agacer, dans le sens où j'ai vu... Enfin, nous savons tous que certaines marques, en tous les cas pour les insiders du métier, se sont affichées BLM, alors que
dans leur sein, il n'y a aucune diversité. Enfin, c'était presque un peu peut-être pas de l'hypocrisie, mais il y a des fois, c'était vraiment très maladroit. Je pense que ça tenait un peu plus de la communication pour certains et de la posture que une réelle empathie, un réel engagement. Maintenant, comme toute autre chose, c'est un peu comme le Black History Month. Quand on est noir, c'est vrai que ce genre d'initiative peut sembler agaçante, déjà parce que y a pas une histoire noire. Je veux dire qu'il y en a plein, selon le pays où on a grandi, la culture, l'histoire politique. Enfin bon, bref, c'est un petit peu absurde de vouloir résumer une histoire noire comme si il n'y en avait qu'une. Pour autant, on se dit que ça va dans le bon sens et que malheureusement, s'il faut encore passer par là, par cette période un peu d'éducation et de prise de conscience pour que les choses soient vraiment changent et soient différentes pour les générations futures, moi je suis prête à y aller, quoi. Je veux dire, je trouve que voilà, au moins, même si c'était maladroit, ça part quand même d'un réveil, ouais. Et ça a eu le mérite, voilà, de mettre en lumière des choses, peut-être pour le plus grand nombre, qui ne leur semblaient pas importantes. Et c'est vrai que toutes ces marques sont aussi prescriptrices. Elles ont un rôle à jouer. Ça s'appelle la responsabilité sociale de l'entreprise ou sociétale de l'entreprise, selon les définitions. Donc, je pense que c'est bien. Maintenant, oui, il serait bon d'aller plus loin qu'un carré noir, parce que c'est pas du tout suffisant. Et aussi, je crois la chose qui m'a le plus, mais alors ça c'est vraiment c'est viscéral, Black Lives Matter. Je me suis dit mais je sais que la vie des Noirs compte. Je sais que notre vie compte. Vous prêchez une convaincue. Est-ce que c'est juste notre vie qui compte ? Est-ce qu'il faut qu'on reste en bas de l'échelle sociale pendant 107 ans, comme ça, des siècles et des siècles ? Moi, j'aimerais entendre que la vie professionnelle, la carrière, que des Noirs comptent, parce qu'on ne peut pas toujours nous laisser dans un carré. Bien dans sûr. Une boîte. Et que les voix comptent aussi. Les voix comptent, ouais. Tout compte. Ouais, voilà. Ouais, complètement, c'est vrai. Donc, on va parler de plan A. J'ai un peu tardé, mais c'était important, je pense, de replacer tout ce contexte et d'expliquer un petit peu tout ce qui est en train de se passer autour de ces notions de diversité et d'inclusion. Donc j'imagine que plan A est né de l'envie de faire face à toutes ces problématiques. Mais est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il y a derrière plan A ? Parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a une agence, Black Artist Management. Il y a un cabinet de conseil aussi. Peut-être que tu peux rentrer dans le détail Absolument. de tout ça. Donc voilà, on avait écrit ce mémoire sur la diversité et l'inclusion, donc c'était un peu la genèse du projet par rapport à l'agence de conseil, parce que après avoir écrit ce mémoire, on s'est dit que bon, il fallait faire quelque chose et qu'on réfléchisse à une façon d'accompagner les entreprises, les marques, les organisations à instiller un peu plus de diversité et d'inclusion à la fois dans leur culture d'entreprise, dans leur offre et dans leur ADN. Donc plan A en opposition à plan B, c'était pour montrer un peu l'urgence et l'importance du projet. C'est donc une entreprise de l'économie sociale et solidaire, c'est une ESS qui a pour vocation la promotion de la diversité et l'inclusion et la promotion de la richesse, de la mixité culturelle. Donc à travers en fait 2 entités qui sont au sein, donc plan A c'est la maison mère, donc il y a l'agence de professionnels créatifs issus de la diversité, donc l'agence de talent qui s'appelle Black Artist Management d'un côté, et de l'autre une agence de conseil BPM Studio Paris, spécialisée, donc agence de conseil en transformation et en organisation, donc spécialisée dans la diversité et l'inclusion, justement pour aider les organisations à mettre en place des plans d'action concrets pour favoriser la diversité et l'inclusion en leur sein. Donc ces 2 agences tout à fait distinctes et néanmoins complémentaires, parce qu'en fait, il s'agit de faire évoluer les choses tant front office que back office. C'est-à-dire que front office, pour nous, c'est la représentation, l'image. Mais alors là, on parle plus d'image, on a envie d'aller un peu plus loin. Pas seulement les gens qui sont sur les images, mais plutôt les gens qui font les images et qui les créent, parce qu'il est urgent de changer un peu le narratif et le storytelling et d'avoir aussi d'autres créatifs qui viennent apporter de l'eau au moulin. Et de l'autre côté,
agir back-office, donc côté entreprise, pour aider à informer, former, recruter, accompagner, mettre en place des initiatives de sens. Enfin, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Donc voilà, l'idée avec Plan A et ces deux divisions, c'est de trouver un espèce de, pour ainsi dire, un alignement, le fond et la forme. C'est-à-dire que pour nous, finalement, et c'est comme la diversité et l'inclusion, c'est complémentaire, l'un ne va pas sans l'autre, et si vous n'avez pas les deux, finalement, c'est pas suffisant. Donc, on a eu envie, d'aller plus loin dans le propos et de créer cette société avec ces deux agences. Ouais, non, mais c'est hyper intéressant et passionnant, je trouve, d'avoir pris à bras le corps ce sujet. Et concrètement, alors là, je vais un peu te demander de résumer ton métier en quelques minutes, donc ce qui va être compliqué, mais concrètement, comment on accompagne une entreprise à faire preuve de plus de diversité et d'inclusion ? Alors, déjà, c'est une bonne question. Déjà, il faut comprendre quelle est la définition, je pense, que l'entreprise ou l'organisation donne à la diversité. Première chose. Et quelle compréhension elle en a ? Parce que vous allez interroger 100 personnes sur qu'est-ce que la diversité, il n'y en a pas une qui vous donnera la même réponse. Donc déjà, ça, c'est un premier éclairage. Et ensuite, il faut évaluer avec elle quelle place elle souhaite donner à la diversité quels axes sont pour elle importantes et répondent aussi à des besoins précis, parce que il n'y a pas une recette unique. Je veux dire, on peut pas. Chaque entreprise est unique justement, et on peut pas appliquer les mêmes plans d'action à toutes les entreprises. Donc après, nous sommes là justement pour les aider et les accompagner. Ça c'est un peu les secrets de fabrication, mais avec des actions différentes et complémentaires, mais sur de l'analyse, sur du diagnostic, sur de la formation, sur du conseil, sur le recrutement. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Voilà. Ouais, bien sûr. Et je pensais aussi, est-ce que la formation fait partie aussi de vos plans d'action ? Parce que, tu vois, ça me fait penser au slip français. Je crois que c'était il y a 1 an et demi, 2 ans peut-être, où ils avaient eu le scandale du blackface, où des salariés en interne s'étaient déguisés pour rigoler, je mets des guillemets évidemment. Et ils ont décidé de faire appel à des formateurs pour parler de racisme en interne. Oui, je crois qu'ils ont fait une collaboration avec SOS Racisme. Exactement. Est-ce que ça te semble pertinent ? Est-ce que ça fait aussi partie de former ces équipes à ces sujets-là ? Absolument. Je pense que c'est une partie essentielle quand même de information, formation. Je pense qu'il faut sensibiliser l'entreprise à ces questions-là et qu'elle se rende compte de ce que ça peut être que d'être issu de la diversité, ce qu'on peut ressentir dans le monde de l'entreprise. Maintenant, la formation, ce n'est pas suffisant, je pense. Bien sûr. C'est-à-dire que si vous formez des gens, mais qu'à la fois, il y a absolument personne issu de la diversité, encore une fois. Ouais, c'est un ensemble. Dans le cadre de l'entreprise, c'est un petit peu compliqué. Bien sûr. Voilà. Et je pensais aussi à une autre question, tu vois, en relisant le nom de l'agence Black Artist Management, je me posais la question, est-ce qu'on vous a déjà fait des réflexions sur la non-mixité ? Parce que je trouve qu'il y a un gros sujet en France, alors que c'est très hypocrite. Je veux dire, ça a toujours existé. Les clubs masculins d'hommes blancs ont toujours existé. Alors pourquoi ça pose problème quand on va parler de clubs de femmes, de clubs de personnes racisées ? C'est une très bonne question. Je pense à une chanson de James Brown. This is a man's world. Oui, nous sommes dans un monde, une société régie par les hommes blancs. Alors, ils n'ont pas envie de l'entendre. Malheureusement, c'est la vérité, c'est un fait. Je n'accuse personne. Je crois qu'ils voient ce réveil ou cette prise de conscience comme quelque chose de très inquiétant et qui remet en cause leur présence, leur légitimité. Ils se sentent agressés. Je crois que c'est le dernier rempart de l'homme blanc, en fait, quelque part. Donc, il n'est pas bien, mais
C'est comme les féministes, en effet, c'est drôle parce que dans les années 70, justement, on leur a reproché, j'ai revu ça sur un documentaire de l'INA, de faire des réunions entre femmes, et je ne sais plus quelle femme connue, dirigeante du mouvement, a dit, mais écoutez, là on parle d'un sujet précis qui nous concerne nous, donc on n'a pas à avoir d'hommes dans cette réunion, vous viendrez après. Mais c'est exactement la même chose. Si vous êtes capable d'avoir de l'empathie, pourquoi ça vous dérangerait qu'on se rassemble pour parler de sujets qui nous touche. Après, c'est pas être exclusif, c'est pas parce qu'on est... Mais ça, c'est exactement ça. Ça veut pas dire qu'on va pas les intégrer dans les discussions et tout, mais... il y a encore il y a pas si longtemps que ça, vous disiez que vous étiez féministe. Exemple, c'était tout de suite entendu, vous êtes contre les hommes. Non, vous pouvez être pour quelque chose et pas contre quelque chose. Pareil pour les Black Lives Matter. À chaque fois que les gens disent Black Lives Matter, il y avait toujours quelqu'un pour dire « Ah, mais toutes les vies comptent, All Lives Matter ». Bien entendu, il ne s'agit pas de dire que seule la vie des Noirs compte, mais que la vie des Noirs compte et qu'on essaye juste de mettre la lumière sur sur une communauté qui est un petit peu plus, en tous les cas, en difficulté, mais bien entendu que toutes les vies comptent. Donc, je ne comprends pas pourquoi ça devient un problème. Alors, bien sûr, on pourrait toujours être taxé de communautarisme. C'est la carte qu'on... C'est la carte à la mode en France. C'est ça, la carte à la mode qu'on sort à toutes les sauces. On m'a déjà posé la question de pourquoi avoir fait ce choix de nom d'agence Black Artist Management, qui pose question à certaines personnes. Alors donc c'est sur le même principe que BLM. Écoutez, c'est pas parce que je nomme des artistes noirs que nous ne représentons que des artistes afrodescendants, parce qu'on a des artistes d'autres origines culturelles. Donc déjà, hop, un point déjà élagué, c'est pas le propos. Et ensuite, pour moi, le noir, justement, d'un point de vue sémantique, il est empli de choses assez ambivalentes et souvent dans un lexique négatif. Ouais, complètement. Le chat noir, les idées noires, enfin en anglais aussi, un black sheep, etc. Ouais. Et alors que cette couleur, dans l'histoire déjà, enfin c'est frappant, dans l'histoire de l'art, c'est quand même une couleur prépondérante, c'est la couleur de l'aristocratie, c'est la couleur des plus hautes instances dans certaines religions, je veux dire aussi bien les catholiques que les musulmans, etc. C'est la couleur de l'excellence. C'est la couleur des gens de la mode. Je veux dire qu'à 90%, on porte du noir. Quand on dit carte noire, c'est a priori quelque chose de positif. Donc l'idée, c'était un peu de sortir ce mot d'une espèce de carcan dans lequel il est, en tout cas dans lequel on veut le mettre. Pour moi, le noir, ça va au-delà d'une couleur de peau. C'est justement montrer l'excellence autrement et aussi pour dire, parce qu'il ne faut pas se leurrer, le noir, c'est aussi la couleur de l'outsider, de celui qui est un petit peu à l'extérieur, comme on dit, le mouton noir. Donc finalement, Black Artist Management, c'est pour dire qu'on représente des gens qui gravitent autour et qui pour autant devraient être à l'intérieur. Donc tout le propos est de donner plus de visibilité, promouvoir leur travail et aussi construire des ponts entre différents secteurs, parce que c'est aussi très français de vouloir compartimenter. Donc, on doit forcément avoir une discipline. Dès qu'on en a plusieurs, c'est un peu perçu comme quelque chose de négatif. D'instabilité. Elle sait pas il ou elle ne sait pas ce qu'elle veut, ce qu'elle fait. Or là, justement, les artistes que Black Artist Management représente sont issus de la mode, mais pas seulement. Donc, on a la culture, l'art, la musique, le cinéma. Et tout le propos, c'est de justement abattre ces murs et lancer des ponts entre tous ces secteurs, parce qu'il y a tellement de choses à faire et à la fin de la journée, on peut tout faire. Voilà. Ouais. Et c'est marrant aussi que tu parles de sémantique, parce que c'est vrai que le mot noir, quand on va une personne, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à l'utiliser, qui vont utiliser d'ailleurs l'anglicisme, qui vont dire elle est black, il est black. Il y a un sérieux problème. Il y a un vrai tabou avec ce mot. C'est dingue. Il y a un vrai tabou. Alors, bien entendu, alors c'est ça qui est drôle, c'est que donc en français, on l'utilise très peu. Les gens n'y arrivent pas. Alors, je pense que ça vient aussi des fin 80, début 90, tout le mouvement Black Blamber
C'est comme ça qu'on le disait à l'époque et c'était peut-être plus acceptable. C'est une façon de repousser le problème un petit peu plus loin, de le laisser dans le côté anglo-saxon de la chose. Alors, on l'a appelé Black Artist Management parce que de fait, on a vocation à opérer à l'international et le site d'ailleurs est en anglais. Il est vrai qu'en anglais, il y a cette ambiguïté. Le black peut porter aussi bien sur artiste que management. En français, si vous dites agence management d'artistes noirs, alors là, ça va carrément être... Là, c'est pas possible. Ça va carrément être le tollé. Et en l'occurrence, ils ne sont pas tous noirs, mais c'est vrai que cette impossibilité de dire ce mot, ça devient très triste, quoi. Il faut appeler un chat un chat. Ouais. Mais c'est parce que justement cette couleur, enfin, on a tellement été objectivé. En fait, le point commun, en tout cas le dénominateur commun à toute cette diversité-là est une couleur. C'est vraiment notre plus petit dénominateur commun en réalité. Parce qu'en termes d'histoire, de géographie, je sais pas, on est tellement différents. Donc je pense que c'est encore une fois une façon de réduire. Une façon de réduire le propos. Ouais. Tout a été, c'est une longue déconstruction à opérer. Hein, je veux dire, c'est faramineux. Ouais, bien sûr. Et il y a une autre notion aussi que je voulais évoquer avec toi, c'est le lien entre diversité, inclusion et les enjeux de développement durable. Parce que je trouve que c'est très important de lier... pour moi, on ne pourra pas faire de l'écologie sans éthique, sans inclusion, sans diversité. Donc voilà, pour avoir un peu ton point de vue aussi sur comment ces notions s'imbriquent entre elles. C'est toujours la même chose, hein, c'est avoir du fond et de la forme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aborder le développement durable de façon juste faire du greenwashing, entre guillemets, et n'aborder que les questions environnementales. Le développement durable, c'est aussi l'humain. Et souvent, malheureusement, justement, les questions sociétales sont oubliées, ou en tous les cas, prennent un rôle... moins important que les questions environnementales. Je pense que c'était aussi plus facile dans un premier temps pour l'industrie de la mode et l'industrie créative de passer par ce vecteur-là. Maintenant, ce n'est absolument pas suffisant. On est obligé de voir ça dans une globalité. Et je veux dire qu'on arrivera à des situations explosives, vraiment, si on ne prend pas le développement durable comme un tout. À savoir que s'il n'y a pas d'égalité des chances, s'il n'y a pas une certaine solidarité, je veux dire qu'on ne va pas réussir à avoir un monde plus safe, une planète en bonne santé, plus propre. Enfin, tout est forcément lié et les gens ont tendance à oublier cela. Je veux dire que là où on est quand on achète un produit, c'est comme la théorie du chaos, hein. Je veux dire, ça a des répercussions à des millions de kilomètres et on ne peut pas continuer à ignorer cela aujourd'hui. Et donc, il en va de l'intérêt de tous, de nos sociétés, de réduire les inégalités sociales et culturelles et de travailler pour un bien commun. Voilà. Oui, c'est les battements d'ailes du papillon exactement. Qui ont des conséquences, exactement. Mais c'est exactement ça. Si on commence à compartimenter les gens, les sujets, ça va être compliqué, je trouve, de travailler ensemble sur un monde plus équitable, plus durable. Absolument. Quoi. Ouais. C'est-à-dire que par exemple, là, s'agissant, parce que le développement durable, il y a des choses à faire à tous les niveaux, mais je ne sais pas, s'agissant du retail ou de la fabrication, peut-être que si des gens dans les pays où on fabrique avaient part à la conversation avec les entreprises pour dire voilà, dans les usines, il faudrait ci, voilà comment on travaille, nanana. Je veux dire que forcément, ça aurait plus de poids, ça aurait plus d'efficacité derrière. Et je pense que aussi le consommateur, en tout cas le millénial, d'aujourd'hui, enfin les millennials, ils sont beaucoup plus, ils veulent du sens quoi dans leurs achats. Et tant mieux, comme ça va faire bouger les choses. Non, c'est clair. Et pour finir notre discussion, j'aimerais bien qu'on parle de la marque que tu as co-créée, donc Alké. Ouais. C'est une marque profondément féministe. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette marque-là ? Absolument. Alors Alké, quelque part un petit peu comme Plan A.
a vu le jour à l'IFM. Ouais. Dans le cadre d'un atelier, un cas d'étude de création d'entreprise. Et donc, j'ai rencontré mes 2 associés aussi à l'IFM, qui sont 2 autres amies, Claire Allard et Laura Marcora, pardon. Et donc, l'idée de Claire, en fait, qui elle, pratique le foot, c'était mais qui vient du milieu de la finance, a été totalement en reconversion, c'était d'allier le monde du football avec le monde de la mode. Et j'avoue que ce qui m'a tout de suite parlé dans ce projet, alors outre le côté sportswear et streetwear que j'affectionne particulièrement, parce que c'est un peu ma génération, tout ça, les années 90, c'est la dimension justement féministe et solidaire qui m'a tout de suite portée, à savoir que c'est pas seulement une marque de vêtements, il y a un projet solidaire derrière qui est très important. Et ce projet solidaire, en fait, est le fruit d'une réflexion qu'on a eue sur, en partant du football, quelle est la problématique d'une joueuse de football. Et finalement, on s'est rendu compte que selon qu'elle vienne d'un pays du Nord ou qu'elle vienne d'un pays du Sud, les problématiques ne sont pas du tout les mêmes. Alors, déjà, pour les femmes qui sont dans les pays du Nord, on a réalisé qu'il y avait un vrai cliché de la joueuse de football et plus généralement de la femme dans le sport. Il faut se réapproprier cet espace-là. Et puis après, pour les joueuses qui sont dans les pays du Sud, là on va sur des choses qui touchent carrément à l'émancipation des femmes, dans le sens où l'accès aux loisirs, qui nous semble tout à fait chose acquise ici, ne l'est pas dans plein d'autres endroits du monde où les femmes ne sont pas destinées à aller jouer dehors. Point. Elles sont à la cuisine, elles sont en train d'élever les enfants, elles sont au champ, elles font plein de choses. Et donc, c'était très frappant de voir que ce sport qui est un petit peu le dernier rempart de la masculinité, on va dire, qui génère beaucoup d'argent, beaucoup de fantasmes, etc. Bon, c'est quand même un sport, moi je suis pas du tout de foot, mais c'est un sport qui est universel. Que j'allais dire, qui touche le grand public. Qui touche le grand public, qui se joue partout, avec ou sans moyens, avec ou sans crampons. Et c'est fabuleux, je veux dire. Et en cela... c'est quelque chose de très... oui, c'est universel, c'est pur, c'est très très fort. Et donc, on a décidé de se servir du football justement pour changer, en tous les cas, faire la promotion du football féminin, ça c'est une chose, mais surtout de changer le regard et la perception des femmes dans le football et plus généralement dans le sport, et leur donner l'accès aux loisirs. Donc, nous parrainons une association au Sénégal qui est fabuleuse, qui s'appelle Ladies Turn, qui est présidée par une ancienne joueuse de football, Céline Dirsek, donc qui est ancienne capitaine de l'équipe nationale, et elle est aujourd'hui présidente de la commission du football féminin au sein de la fédération de foot du Sénégal. Et cette association, par exemple, a pour objet de développer le football féminin au Sénégal, mais au cœur des quartiers. Donc, il ne s'agit pas seulement de les initier à la pratique d'un sport, mais elle les initie aussi à la connaissance de leurs droits. Et il y a un travail monumental, enfin, qui est fait aussi pour convaincre les familles de laisser leurs filles sortir et ensuite de jouer au foot. Et elles ont vraiment pas beaucoup de moyens, et du coup on affecte 1% de notre CA à des actions pour aider ces nids, alors que ça soit justement en organisant des tournois dans les écoles de fillettes, mais aussi en récupérant auprès de marques du matériel, notamment des crampons. Ça a l'air de rien, ça coûte très cher, voilà, pour qu'elle puisse s'équiper, puisque jusqu'à il n'y a pas si longtemps, elle jouait encore pieds nus, et même certaines, des fois, jouent encore pieds nus sur les terrains de foot. Donc ça, c'est notre projet social qui vraiment nous tient à cœur depuis le début. D'ailleurs, mes associés Claire et Laura se sont rendus au Sénégal, c'était en 2019, après la Coupe du Monde de football. Donc on travaille toujours avec eux. Et il y a aussi cette association qui s'appelle Mamie Foot, les footeuses à tout âge. Alors ça, c'est une autre collaboration qui est née plus récemment. Donc cet asso a pour objectif de démocratiser la pratique du foot pour les plus de 50 ans.
Et en fait, elle s'est créée à peu près au même moment que notre marque Alké. Elle devait juste jouer un match contre l'Afrique du Sud. Donc, je crois que l'équipe s'est montée à ce moment-là. Et elles ont d'abord contacté des maisons de retraite, bien entendu, pour monter leur équipe. Et finalement, devant l'engouement et l'attrait qu'ont eu toutes les mamies à faire du foot, elles se sont dit, on va continuer à faire une équipe. Donc, on participe... C'est génial. Avec elles, on les équipe. Et voilà, donc c'est vrai que c'est une... Alors encore une fois, Alké, c'est une marque féministe et solidaire. Made in Europe, d'ailleurs, je précise. Mais encore une fois, on est inclusive. Donc, nous sommes... on a toujours plus de poids quand les hommes aussi se rallient à une certaine cause. Donc, on a aussi, d'ailleurs, des clubs de supporters qu'on essaye d'intégrer à notre réflexion. Mais voilà, donc on a lancé Alké en juin pour la Coupe du monde de football féminin. Puis là, on a développé des collections un peu plus lifestyle, justement, pour toucher d'autres sports, quelque part, et d'autres topologies de consommatrices. On est un peu chacune un des personas de la marque. Donc, il y a Claire, la joueuse de foot, à fond. Il y a Laura qui est très très sportive, qui n'est pas forcément joueuse de foot, mais qui est une sportive aguerrie. Et puis il y a moi qui suis pas du tout sportive, mais qui adore le streetwear et voilà. Ok, non mais c'est chouette parce qu'il y a aussi beaucoup de choses derrière cette marque. Je trouve de faire la promotion du football féminin, c'est aussi dire aux sponsors d'arrêter de favoriser que les hommes, parce qu'il y a ça aussi, il y a cette problématique-là du foot féminin qui est complètement invisibilisé parce que pas d'argent, parce que voilà. Et puis la place des femmes de plus de 50 ans aussi, c'est génial avec cette association. Enfin, c'est assez, c'est hyper complet comme projet. C'est très très complet. Mais c'est vrai que oui, la parité homme-femme en termes de salaire, voilà, c'est une question qui est vraiment super prégnante dans le foot. Il y a d'ailleurs Mégane Rapinoe qui est allée voir le président pour militer là-dessus. Elle est très très engagée. C'est en effet pas normal. Alors en même temps, on a envie de l'égalité, mais on est assez fiers. Enfin. Je suis pas joueuse de football, mais je suis assez fière que finalement la pratique du football féminin, d'ailleurs entre parenthèses, ça sera génial quand on arrêtera de dire football féminin, mais pour l'instant c'est comme ça. Il n'y a pas un football d'homme ou de femme, il y a un football, point barre. Mais en tous les cas, c'est ça qui était super d'ailleurs pendant la Coupe du Monde, c'est que tout le monde, les hommes y compris, se sont accordés à dire qu'elle jouait très bien, que c'était un jeu qui était propre. Pas de feinte, pas de drama, roulade par terre, de tout ça. On revient quelque part à l'essence du foot et à ce qui fait son intérêt, sa beauté. Voilà, c'est quelque chose de... Complètement. Moi, j'ai été captivée par les matchs, alors que au départ, je suis pas du tout foot parce que justement les drames et tout, moi, ça me, je peux pas regarder. Et là, c'est vrai que c'était, en fait, c'était sain comme ambiance. C'était hyper agréable à regarder. Alors que les femmes aient les mêmes salaires que les hommes, ça c'est sûr. Ouais. Maintenant, je pense quand même que les salaires hommes des hommes sont absolument trop élevés. Enfin, c'est absurde, c'est ridicule. Je pense qu'il faudrait trouver un équilibre, un curseur. Ils descendent un peu et les femmes montent et comme ça, on arrive à un moyen terme. Même si en même temps, je comprends que finalement, c'est comme c'est les artistes, c'est les pop stars d'aujourd'hui, quoi. Je veux dire, ils font rêver les gens et ça, je le comprends très bien. Et justement, vous voyez, le football, par exemple, ça a une place énorme. Tous les enfants se projettent dans le football. Quand on parlait de rôle modèle. Voilà, de rôle modèle. Je pense que, voilà, avec Barack Obama, quand il était le premier président afro-américain des États-Unis, je pense que ça va créer des vocations en politique, des choses comme ça qui sont complètement essentielles. Et il y a une phrase aussi que j'ai trouvée très puissante sur le site. On peut lire « La mode est le meilleur moyen de véhiculer un message et de faire changer le regard des gens ». Et pourquoi, selon toi, la mode a ce pouvoir-là que peu d'industries créatives ont finalement? Je trouve que la mode, c'est vraiment quelque chose de très fort, quoi, quand on sait correctement l'utiliser. Absolument. C'est inhérent. Comment dire ? C'est inhérent des changements sociétaux quelque part. J'arrête pas. Alors là, je reviens très très loin en arrière, mais déjà le mot, la mode, c'est un concept français. Pour la petite histoire, c'est Louis XIV en fait. Fashion, ça vient d'un mot français, à la façon de, façon, il savait pas le dire. En gros, toutes les cours d'Europe
avait les yeux rivés sur Louis XIV, qui, parce qu'il était, comme on le sait, le roi Soleil totalement mégalo, a été le premier à faire entrer une notion de saisonnalité dans le vêtement. Et pour impressionner toutes les cours d'Europe, il voulait régulièrement changer toute sa garde-robe. Et donc, toutes les autres maisons royales regardaient la façon du roi Soleil pour savoir quelles allaient être les tendances qui allaient venir après. Donc déjà, tout ça pour dire que le vêtement, c'est de l'image, c'est de la représentation. On véhicule des idées, on véhicule du pouvoir. C'est essentiel. Alors donc, forcément, par rapport à la mode et à l'industrie textile, je dois dire que, depuis toujours, la mode est restée quand même un véhicule d'émancipation. Bon, là, je vais parler que de la femme et de la femme. En l'occurrence, quand on pense le corset, le soutien-gorge, les femmes qui se mettent en pantalon, Gabrielle Chanel, le smoking de Monsieur Saint-Laurent. Le vêtement est un vecteur très, très, très puissant de changement sociétal parce qu'il représente quelque chose. C'est à la fois une armure, c'est à la fois un message. C'est une identité. Donc, et on voit notamment avec la controverse qu'il y a eu par rapport justement à Serena Williams, qui s'est fait agresser parce que elle a décidé de mettre une combinaison catsuit. Enfin, c'est incroyable qu'on veuille encore aujourd'hui dicter aux femmes ce qu'elles doivent mettre ou pas. Enfin, c'est dingue. Ouais, donc oui, on pense que le vêtement a cette puissance là. Même politique. Mais en Birmanie, les femmes qui ont accroché ces jupes pour empêcher l'armée d'avancer parce que passer sous des vêtements de femmes porterait malheur, dans leur tradition. Les couleurs, le violet chez les féministes, c'est très fort. Hein. C'est très très fort. Ouais. C'est très très fort. Je pense que c'est la première chose qu'on voit de quelqu'un quelque part. Donc forcément, ça a un impact. Ouais, complètement. Eh bien, on arrive à la dernière question, rituel du podcast que je pose à toutes mes invitées. Est-ce que tu as des modèles dans la vie ? C'est pas une question simple en réalité. Pas du tout. Alors, je me suis demandé, est-ce qu'on parle de gens qui m'inspirent ? Parce qu'il y en a beaucoup, mais de vraiment dans le sens rôle modèle. Alors, je vais citer d'abord mes grands-parents. Alors, mes grands-parents maternels et paternels, mais j'ai plus connu mes grands-parents maternels, mais c'était un couple mixte. Mon grand-père était noir, martiniquais, d'origine haïtienne, et ma grand-mère était ardennaise, fille de mineur. Et j'ai un amour profond et un respect pour ce qu'ils ont dû traverser. Couple mixte, se mariant après-guerre en 1945, et mon grand-père qui a fait des études, qui est venu des Antilles faire des études de droit pour devenir un des premiers magistrats noirs de cette période-là en France, et qui malheureusement, comme c'était pas acceptable d'avoir des gens de couleur dans les tribunaux français, a été envoyé en Afrique. Donc mes grands-parents, je suis assez admirative du parcours qu'ils ont eu, de la dignité, de la résilience, tout ça. Et ensuite, bien sûr, mes grands-parents paternels, mais voilà. Et ensuite, il y a une personne il y a un vieux monsieur aujourd'hui, c'est Clarence Avant, je ne sais pas si vous le connaissez, qui a 90 ans, qu'on appelle le Godfather, le parrain noir. En fait, c'est un monsieur autodidacte qui est une référence en termes d'éthique dans son travail, et qui est à la fois, alors qui vient de l'industrie musicale. Il a été un des premiers Afro-Américains à siéger dans une major. Il a été le patron de la Motown. Et en fait, il est devenu producteur aussi dans le cinéma. Il est un grand collecteur de fonds pour le Parti démocrate aux États-Unis. Pour donner un aperçu, il a été le manager de... Ça me fait juste délirer parce que c'est des artistes tellement puissants, mais de Miles Davis, Stevie Wonder. Il a été le mentor de Russell Simmons, de Oprah Winfrey, de Barbara Streisand, de P. Diddy. Il est très peu connu du grand public. C'est un monsieur qui a
C'est une des personnes les plus influentes, une des personnes afro-américaines les plus influentes du monde. Voilà. Tout le monde le connaît. Si vous demandez à Pharrell Williams, enfin bon, il est assez incroyable. C'est lui aussi qui a beaucoup aidé Barack Obama et avant lui George Clinton, enfin tous les démocrates. Et donc c'est une combinaison d'éthique de travail irréprochable et à la fois une approche non conventionnelle, et surtout c'est quelqu'un d'extrêmement ingénieux qui a jamais eu peur de... Il navigue comme un poisson dans l'eau dans tous les secteurs, dans toutes les industries, dans tous les milieux, et je trouve ça formidable. Si je pouvais faire un dixième de ce que lui a réussi à faire dans la vie, ça serait génial. Eh ben on te le souhaite. Oui, voilà, merci. exactement. Bah écoute, merci infiniment d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à Barbara d'avoir participé à cet épisode de Nouveau Modèle, et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.